Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 26 juin 2021 pour le 241e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport qui va être principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, puisque malheureusement, comme je le craignais, eh bien, le retour des beaux jours va en parallèle avec le retour de l'artillerie lourde, en tout cas des bombardements aux obus de mortier de gros calibre. Je vais parler de l'évolution de la situation diplomatique, puisqu'on continue joyeusement dans le grand n'importe quoi, tant de la part de l'Ukraine que de l'OSCE d'ailleurs. Et je vais parler bien sûr de la provocation qui a eu lieu en mer Noire, près de la Crimée. Je vais parler de cet événement où un navire de guerre britannique a violé la frontière maritime de la Russie au large de Sébastopol. Et je vais parler aussi du retour du fameux plan B de Zelensky. Zelensky qui a donné une interview qui était un summum de conneries absolument... toute l'interview, c'était que des Ukraineries, quoi. Voilà, comme le dit Xavier Moreau. Sur le plan militaire, du 19 au 25 juin 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu RPD à 22 reprises, donc on est en hausse, durant lesquelles elle a tiré 149 munitions, donc là on est à moins, mais par contre on est à 90 obus de mortier, 220 et 82 mm, c'est-à-dire presque le triple de la semaine passée. Voilà, quand je vous disais que les beaux jours ont vu le retour en masse quand même des bombardements aux obus de mortier, c'était pas une vue de l'esprit. Il faut y rajouter les 5 violations du cessez-le-feu et les 27 munitions, dont 22 obus de mortier de 120 mm tirés par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Et depuis ce matin, ça continue. Là, on en est déjà à 50 obus de mortier de 120 mm tirés aujourd'hui. Donc je pense que le bilan de la semaine prochaine sera encore pire que celui de cette semaine. Et si on parle de bilan, je vais parler du bilan humain, parce que vous vous doutez qu'avec un tel nombre de bombardements à l'arme lourde, eh bien, le bilan humain, il est assez terrible, puisque ces tirs ont tué 7 soldats de la RPD, en ont blessé 6. On a eu une maison qui a été endommagée à Zaitsevo, un gazoduc qui a été endommagé à un autre endroit. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 1 mort et 5 blessés, et suite donc, à ces tirs qui ont tué plusieurs de nos soldats, on a répondu, et ils ont au moins un soldat ukrainien mort de leur côté suite à ces tirs. On est encore en train de rassembler les informations, mais en tout cas a été publiée l'information sur un soldat ukrainien mort. Donc c'est un minimum parce que je pense que les chiffres sont sous-estimés comme d'habitude. Puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, je vais parler déploiement d'armes lourdes, puisque l'Ukraine continue d'en déployer près de la ligne de front en violation des accords signés. Cette semaine, les services de renseignement de la RPD ont détecté le déploiement de 29 pièces d'armement lourd, donc on est en hausse par rapport à la semaine dernière. Et dans le détail, on a 2 systèmes de défense antiaérien OSA, 5 systèmes de défense antiaérien Streladis, un système de défense antiaérien Zouchka, un char d'assaut T-64, 2 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 11 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 3 automitrailleuses type BRDM, 2 véhicules de transport de troupes amphibies type MTLB, un véhicule blindé et un véhicule blindé de réparation évacuation type BREM2. C'est pas bon du tout ça. Et pour cacher tout cet armement, l'armée ukrainienne continue de brouiller à de nombreuses reprises les signaux des drones de l'OSCE. Je vous montre la petite carte, comme le souligne la milice populaire de la RPD. Quand on regarde la carte des armes lourdes qui ont été découvertes par la milice populaire de la RPD, enfin en tout cas leur service de renseignement, et qu'on regarde les points où les drones de l'OSCE ont été empêchés de voler, c'est bizarre mais ça correspond. Voilà, bon. Je pense que le but est très clair, c'est d'empêcher les observateurs de l'OSCE de faire leur travail, quand ils le font. Je vais y revenir. Je vous ai dit, donc le bilan humain cette semaine a été catastrophique. La plupart des soldats de l'RPD qui ont été tués ou blessés cette semaine ont été le 21 juin, quand l'armée ukrainienne a lourdement bombardé Staromykhailovka et Lozovoye, qui sont donc 2 villages en périphérie sud-ouest de Donetsk, à coups de mortiers de 120 mm et de lance-roquettes anti-chars. Il y a eu des premiers tirs le matin, entre 10 et 11h, 11h30. Ces tirs ont fait alors 3 morts et 1 blessé parmi les soldats de la RPD à Staromykhailovka. Le chef de la représentation de la RPD au sein du CCCC a alors appelé par téléphone son homologue ukrainien pour obtenir des garanties de sécurité pour évacuer les corps et le soldat blessé.
Le problème, c'est que, comme d'habitude, la parole ukrainienne, ça vaut que dalle. En violation des garanties de sécurité qui avaient été accordées, l'armée ukrainienne a tiré à 13h30 sur l'un des véhicules du convoi d'évacuation, tuant un soldat de plus et en blessant 4 autres à divers degrés de gravité. Je signale que le véhicule qui a été touché était marqué de la Croix-Rouge réglementaire. Donc ils ont tiré sur une ambulance, quoi. C'est pas la première fois. Ça a commencé un peu à bien faire quand même là. J'aimerais bien quand même que les instances internationales, entre autres l'OSCE, se bougent un petit peu, je vais y revenir. Bon, en tout cas, la représentation de RPD au sein du CCCC a alors envoyé une requête officielle à la partie ukrainienne via l'OSCE pour exiger un cessez-le-feu et des garanties de sécurité écrites pour mener une deuxième évacuation des morts et des blessés. La RPD va attendre plus de 2 heures que la partie ukrainienne n'ait envoyé une confirmation écrite des garanties de sécurité. Bon, sans surprise, ils ont refusé de les transmettre directement à la RPD. Hein. Ils ont fait passer ça par l'OSCE. Ah, bon, le but de l'Ukraine avec cette saloperie, c'est de prouver qu'avec des méthodes aussi ignobles que le mécanisme de coordination entre les deux parties via le CCCC ne peut pas marcher, que donc ça sert à rien d'en discuter. C'est ça en gros l'idée. Voilà. Bon, ils ont réussi à récupérer un des blessés, mais ils n'avaient pas pu récupérer tous les morts, donc ils ont refait une nouvelle tentative. L'armée ukrainienne a de nouveau tiré sur le convoi d'évacuation le lendemain. Et après 2 jours sans arriver à évacuer les corps des morts, ouais, c'est sympa quand même, hein. Ils empêchent les familles des victimes de récupérer le corps de leur mari, de leur père, enfin c'est super. Ça en dit long, je pense, quand même sur les valeurs de l'Ukraine post-Maïdan. Et donc après 2 jours d'attente sans pouvoir obtenir de nouvelles garanties de sécurité et plusieurs tentatives qui sont soldées, comme j'ai dit, par de nouveaux tirs de la part de l'armée ukrainienne, l'RPD est allé chercher les corps de nuit en mode discret et ça a marché, l'évacuation s'est déroulée sans problème. On a pu récupérer tous les corps, mais enfin c'est lamentable de devoir en arriver là. Nous, quand ils nous demandent des garanties de sécurité, on les respecte. Je veux dire, on leur tire pas dessus pendant qu'ils récupèrent leurs morts. Je rappelle dire que un certain nombre de fois, c'est nous qui les récupérons quand ils attaquent nos positions, et puis qu'il y en a un ou deux qui marchent sur une mine et qui se fait tuer et qu'ils laissent le corps derrière. Vu le nombre de fois où on a été récupérer les corps pour eux et qu'on les a remis ensuite pour que les familles puissent les enterrer dignement. Voilà, bon, je pense qu'à un moment, faut arrêter de se poser des questions sur qui est le terroriste dans cette guerre. Je vais parler un peu de la situation diplomatique, parce qu'il y a eu un nouveau round de négociations au sein du groupe de contact trilatéral qui a eu lieu cette semaine. Il y a eu un premier jour informel pour faire une passation entre guillemets de pouvoir au niveau des coordinateurs de l'OSCE qui ont été changés. Entre autres, la nouvelle coordinatrice de l'OSCE pour le groupe de contact politique, c'est maintenant Madame Sylvie Agnès Berman qui remplace Monsieur Morel. L'RPD a d'ailleurs tenu à remercier ce dernier pour les nombreuses années qu'il a passées à essayer d'aider à faire avancer les négociations. Ils ont souhaité la bienvenue à Madame Berman. Bon, sans surprise, l'Ukraine a continué à saboter le travail de ce groupe de contact en refusant de donner ses commentaires sur le projet de feuille de route proposé par l'RPD et l'RPL, et en demandant de discuter de points qui n'ont rien à voir avec l'agenda prévu. Donc rien à avancer dans aucun des groupes, ni politique, ni sécurité, ni voilà. Et moins la délégation ukrainienne en fait en termes de travail au sein du groupe de contact, plus elle raconte sur sa chaîne Telegram qu'elle fait des trucs imaginaires. Entre autres, ils ont prétendu avoir abordé le déblocage des points de passage de la ligne de front et la création de conditions normales pour le fonctionnement des installations civiles, sauf qu'ils n'ont même pas soulevé la question lors de la réunion. Ils ont aussi prétendu avoir abordé la nécessité d'une libération rapide de tous les détenus, sauf que le chef adjoint de la délégation ukrainienne s'est contenté d'écouter en silence un rapport du coordinateur de l'OSCE, M. Frisch, dans lequel il critiquait les actions des négociateurs ukrainiens en matière d'échange de détenus. Ça, c'est bien fait pour votre gueule. D'ailleurs, ils n'ont même pas pris la peine de remercier M. Frisch, dont c'était la dernière réunion du groupe de contact. Non, merci pour son travail. Non, va te faire foutre, quoi. D'accord. Ok. Ils ont aussi raconté qu'ils avaient discuté de la situation concernant le respect du cessez-le-feu et l'amélioration du mécanisme de coordination. Sauf que c'est les délégations de l'RPD et de l'RPL qui ont insisté pour aborder cette question pendant que la partie ukrainienne fait tout pour éviter le sujet.
Il a préféré garder le silence. Pareil pour la question de l'accès sans entrave de la MSS de l'OSCE, la création d'un groupe d'experts en environnement et la question de l'accès de la Croix-Rouge aux détenus. Personne n'a rien soulevé à ce sujet-là pendant la réunion. Alors on a même eu une partie de leur comment dire, déclaration officielle où ils nous racontent que Kravchuk aurait abordé la situation environnementale et l'accès des experts de l'AIEA, donc qui est l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Sauf que il devient gâteux, à mon avis, Kravchuk, hein, parce que en fait, lors de la réunion du groupe de contact, juste après la discussion du groupe politique, il s'est cassé. Voilà, il s'est barré et il n'est plus revenu. Donc on voit pas bien quand est-ce qu'il aurait pu aborder ce truc-là, qui devrait plutôt être dans le volet humanitaire. Donc bon, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, de toutes les questions énoncées dans le résultat officiel de la délégation ukrainienne, le seul truc vrai, c'est effectivement qu'ils ont abordé la question du déminage de 19 zones. Mais pour tout le reste, ils sont restés là assis en silence à écouter ce que les autres racontaient. Sauf que bon, l'urgence, c'est le mécanisme de coordination. C'est pas le déminage de 19 zones qui est urgent. C'est... Enfin, je veux dire, ils ont insisté pour se mettre d'accord là-dessus, alors que c'était pas du tout le sujet du jour. Hein. Le coordinateur de l'OSCE, M. Tchevik, avait accepté de soumettre la question à discussion, mais pas de procéder à un accord immédiat sur le sujet. Alors pourquoi ils insistent pour le déminage ? Bah, c'est pour pouvoir renvoyer leurs soldats sur les anciennes positions. Voilà. Comme ils ont déjà fait plusieurs fois, hein, ce qu'a souligné d'ailleurs la ministre des Affaires étrangères de l'RPD, Natalia Nikonorova, hein, qui a dit que l'RPD ne laisserait pas l'armée ukrainienne revenir sur ses positions de déploiement, hein, en rappelant que voilà, précédemment, lorsqu'il y a eu des déminages, surtout non coordonnés, hein, on a eu des déminages, la partie ukrainienne a réinstallé de nouvelles mines, et puis on a eu un de nos démineurs qui a sauté dessus. Hein, voilà. Et puis bon, bah, vu les autres fois où ça leur a servi à revenir sur leurs anciennes positions, on va pas leur faciliter la tâche, faut arrêter les bêtises. En plus, comme elle l'a souligné, vu l'augmentation du nombre de violations du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne, le bombardement des convois sanitaires, non, on va pas déminer. Non, vous allez rester là où vous êtes, et ça ira très bien comme ça. Le jour où vous appliquerez correctement les garanties de sécurité que vous donnez, on en reparlera. Mais bon, personnellement, je suis pas très optimiste sur le travail que ces nouveaux coordinateurs de l'OSCE vont accomplir quand je vois que celle qui est à la tête de l'OSCE, hein, la secrétaire générale, Helga Schmidt, a déclaré ne pas être au courant de la censure des médias d'opposition en Ukraine. C'est quand même assez énorme, celle-là. Donc le 21 juin, cette chère Helga Schmidt était en visite à Moscou. Elle a donné une conférence de presse commune avec Sergei Lavrov. Et lors de cette dernière, un des journalistes lui demande ce que l'OSCE pense et compte faire face à la décision de l'Ukraine de censurer les 3 principales chaînes télévisées d'opposition. Eh ben, elle nous a sorti qu'elle était tout simplement pas au courant. Voilà. Hein, elle a dit qu'elle n'était pas au courant, mais qu'il y a un représentant de l'OSCE pour la liberté des médias qui sera là-bas en juillet et qui travaille directement avec les États pour résoudre ce genre de problème. Mais la réponse, elle est totalement lénifiante et hallucinante. Bah, déjà, non seulement la secrétaire générale de l'OSCE n'est pas au courant de la censure ouverte qui a eu lieu en Ukraine, alors que bon, c'est quand même son travail. Puis je veux dire, ça a fait quand même... les gros titres des médias, tant ukrainiens que russes. Je vais dire à un moment, quand même, comme l'a dit Maria Zakharova, ils lisent pas la presse ou quoi? Enfin, comment ça se passe à l'OSCE? Il y a vraiment des questions sur la façon dont ils travaillent. En plus, elle a même pas condamné les actions du gouvernement ukrainien, et elle a fini par se défausser en douce sur la personne qui est chargée de cette question des médias et de la liberté d'expression, en mode, de toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Bon, c'est tellement ahurissant que la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, elle a fait une réponse au vitriol, en disant mais ils lisent pas la presse, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Enfin je veux dire c'est n'importe quoi. Elle s'est demandé en plus comment l'OSCE pouvait suivre la situation en Ukraine, rédiger des rapports et tirer des conclusions sur la liberté d'expression s'ils sont même pas au courant de ce qui se passe.
Elle a dit ils doivent faire comme pour la Crimée, hein, ils doivent surveiller ça sur base de la parole du malade, c'est-à-dire du régime ukrainien. C'est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas qu'en Crimée que les observateurs ont un petit problème pour voir ce qui se passe, parce que même quand ils sont sur place, ils n'écrivent pas dans leur rapport les violations des garanties de sécurité par l'armée ukrainienne. Parce que quand il y a eu là, cette violation des garanties de sécurité pour l'évacuation des morts et des blessés le 21 juin, eh ben on a appris le lendemain par des habitants de Staromykhailovka que 15 minutes avant que l'armée ukrainienne ne tire sur le convoi d'évacuation, des observateurs de l'OSCE se sont installés sur une colline dans le village, et ils ont décrit l'endroit, je sais où c'est, où tu as une très bonne vue, hein, voilà. Et malgré ça, il n'y a pas un mot dans le rapport qu'ils ont publié le lendemain. Pas une ligne. Je l'ai fouillé le rapport, je l'ai lu en intégralité, il n'y a rien, que dalle. Nada. Alors, je sais pas pourquoi ils étaient là, si c'était pour ne même pas rapporter ce qu'ils ont vu, parce que de là où ils étaient, ils ont dû tout voir. C'est quand même un peu étrange, donc ça montre clairement que l'OSCE est totalement partial et souffre de cécité sélective hein, en ce qui concerne l'Ukraine et ses violations tant des accords de Minsk que de la Convention de Genève ou du droit à la liberté de la presse. C'est pour ça que je suis pas très optimiste, je travaille de nouveau coordinateur, je pense que ça ira pas beaucoup mieux que précédemment, je pense que ça va continuer joyeusement de patauger. Et donc la grande nouvelle de la semaine, ça a été bien sûr cette provocation d'un destroyer britannique en mer Noire le 23 juin. Donc c'est quand même 2 ans et demi après la dernière provocation en date, celle de la marine ukrainienne dans le détroit de Kerch, vous vous en rappelez, j'en avais parlé. Cette fois c'est au Royaume-Uni d'aller jouer au jeu dangereux, d'aller titiller l'ours russe en envoyant un de ses destroyers, le HMS Defender, pénétrer dans les eaux territoriales russes au large de Sébastopol en Crimée. Ah, donc bientôt là vont commencer là, les exercices conjoints Seabreeze là qui commencent. Et donc la Russie a de nouveau, par mesure de sécurité, parce que c'est pas la première fois qu'elle le fait, elle a interdit le passage des navires de l'OTAN dans certaines zones proches de la Crimée et du détroit de Kerch, au cas où des missiles se perdraient. Hein, je vous montre une carte. Donc ça a été fait déjà dès le mois d'avril et c'est valable jusqu'en octobre. Mais le commandement britannique a décidé de s'en foutre comme d'une guigne et d'envoyer son navire militaire suivre une route passant par une des zones interdites et pénétrer dans les eaux territoriales de la Crimée, donc près de Sébastopol. Donc le 23 juin à 11h52, le navire britannique a franchi la frontière maritime de la Russie et est entré dans les eaux territoriales de la Crimée dans la zone du Cap Fiolan sur 3 km. Hein, donc c'est pas la petite erreur. Donc là, les navires russes de la flotte de la mer Noire et du service des frontières du FSB lui demandent de changer de cap. Et très gentiment, hein, parce qu'il y a eu une vidéo qui est sortie, où on entend les négociations. Je peux vous assurer qu'ils ont été très diplomates. Hein, et au bout d'un moment, ils ont dit, bon écoutez, soit vous changez de cap, hein, ils nous ont rappelé, voilà, il y a une interdiction de circuler là pour vous. Ils ont même cité le numéro de la notification d'interdiction, hein, pour que les mecs ils puissent aller s'y référer. Mais malgré ça, ils s'en foutent. Ils ont continué comme si de rien n'était. Donc ils ont dit, écoutez, soit vous changez de cap, soit on va vous tirer dessus. Mais ils s'en foutent, ils continuent. Donc, au bout d'un moment, les Russes font ce qu'ils ont promis. Hein. Ils ont averti. Ils ont tiré. Hein. Ils ont fait des tirs de semonce à 12h06, 12h08, en vain. Donc là, la Russie est passée le cran au-dessus, a envoyé des bombardiers, largué 4 bombes à fragmentation sur la trajectoire du HMS Defender à 12h19, et c'est suite à ça que le navire va quitter les eaux territoriales russes à 12h23, parce que là, le commandant comprend que les prochains tirs, ça sera pas sur la route, ça sera sur le bateau. Voilà. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est les vidéos qui ont été publiées par le ministère russe de la Défense montrent très clairement qu'un des avions avait le navire dans sa ligne de mire. C'est-à-dire que s'ils avaient voulu, ils l'auraient descendu. Hein, ils l'auraient coulé par le fond, ça aurait été vite fait. Alors, suite à cet incident, le ministère britannique de la Défense est lancé dans un déni absolument pathétique sur son fil Twitter. Je vous montre les trucs. Hein, en disant qu'il n'y avait pas eu de tir de semonce, que le navire traversait pacifiquement les eaux territoriales ukrainiennes, ce qui est faux, puisque la Crimée est russe depuis 2014, hein, que ça vous plaise ou pas, mais c'est un fait. Ils sont même allés dire dans un deuxième tweet que les Russes semblaient faire des exercices de tir dans la mer Noire, mais qu'aucun tir n'était dirigé contre le HMS Defender. Là, fallait oser quand même.
Alors le petit problème pour le ministère britannique des Affaires étrangères, c'est qu'il y avait un correspondant de la BBC, Jonathan Beale, qui était à bord du HMS Defender, et que l'histoire qu'il raconte, elle colle plus avec la version russe qu'avec la version britannique. Et ça va être un peu dur là d'accuser la BBC d'être pro-russe, hein, voilà, puisque le journaliste dit clairement que le navire a délibérément été envoyé dans les eaux territoriales russes pour attirer l'attention. Alors j'ai traduit ça comme ça, mais to make the point to Russia, c'est plus en gros, enfin, entre guillemets, c'est pour faire la nique, quoi. Hein. Voilà, c'est juste que je voulais pas mettre un truc aussi vulgaire. Mais en gros, c'est ça. Donc le but, c'était de dire, hey, voyez, on passe dans vos eaux territoriales, rien à foutre. Et en plus, on voit dans la vidéo du mec que les armes étaient chargées. Et il le dit lui-même dans son article. Hein. Donc là, la traversée pacifique des eaux territoriales, avec les armes chargées, c'est du grand délire. C'est du grand... Vous avez de la chance que les Russes soient vraiment patients et sympas. Et la suite de son récit confirme aussi la version russe, hein, puisqu'il explique que le navire, le HMS Defender, a été suivi par des navires des gardes-côtes russes qui ont tenté de le forcer à changer de cap, qui ont reçu des avertissements par radio avant que les avions de combat ne larguent des bombes à proximité. Donc voilà. Et dans la vidéo qui est publiée dans l'article, on entend même les avions russes qui survolent encore le HMS Defender au moment où ils s'éloignent de la Crimée. Donc, puis comme je vous dis, le ministère russe de la Défense a aussi publié des vidéos depuis les avions montrant le changement de cap du HMS Defender après l'action des avions de combat, ce qui a fini de prouver une bonne fois pour toutes que le ministère britannique de la Défense a menti de A jusque Z. Non mais c'est du délire. Bon, mais si on analyse un petit peu le truc, si on analyse les propos tenus tant par le gars de la BBC que par les officiels britanniques, on comprend que le but de la provocation, c'était de montrer à la Russie que le Royaume-Uni ne reconnaît pas la Crimée comme étant russe, et que donc les eaux territoriales au large de la péninsule ne sont pas russes, et par corollaire qu'ils peuvent y faire ce qu'ils veulent. Chose qu'ils auraient prouvé si la Russie n'avait pas réagi. Le problème pour les Britanniques, c'est que de 1, leur avis à ce sujet, les Russes s'en foutent comme de leur première pampers, et que la Russie défend avec fermeté sa frontière, reconnaissance internationale ou pas, et que si Londres espérait que la Russie les laisserait faire sous le prétexte qu'il s'agit d'un navire de l'OTAN et que le Royaume-Uni ne reconnaît pas la Crimée comme russe, c'est qu'ils ont toujours pas pigé comment fonctionnent les Russes. Je recommande quand même au gouvernement britannique de changer de conseiller avant de déclencher une guerre de grande ampleur pour avoir voulu jouer à celui qui pisse le plus loin ou celui qui a la plus longue au choix. Au sein du gouvernement britannique, je crois que c'est un des gars du ministère des Affaires étrangères qui a été le seul, semble-t-il, à dire non mais les mecs, là vous risquez une réponse assez sévère des Russes, allez pas jouer à ça, c'est trop dangereux. Mais tous les autres, Johnson a suivi ce truc délirant proposé par le ministère de la Défense britannique. Donc il y en a un qui a un cerveau au sein du gouvernement britannique, les autres sont complètement décérébrés. Ils le sont d'ailleurs tellement qu'ils ont continué à s'enferrer dans leurs mensonges après cette provocation. Par contre, la Russie, de son côté, elle a quand même sérieusement mis en garde le Royaume-Uni. Bon, déjà, il y a eu convocation de l'attaché militaire, puis de l'ambassadeur britannique à Moscou. Et la Russie a dit clairement, écoutez, s'il y a une nouvelle provocation, la prochaine fois on visera le navire et pas la route. Enfin moi j'ai vraiment halluciné le fait que les autorités britanniques ont continué leur dénégation, malgré le fait que l'article du journaliste de la BBC les détruisait totalement. Donc on a eu le ministre britannique des Affaires étrangères qui a déclaré que pas un seul tir contre le navire militaire n'avait eu lieu et que ce dernier passait pacifiquement dans les eaux territoriales ukrainiennes. Bon, maintenant comme je vous dis, le problème c'est que la vidéo de la BBC prouve définitivement que le HMS Defender était en état d'alerte, les armes chargées, prêtes à tirer, quand il est passé dans les eaux territoriales russes. Voilà, donc face à telle preuve, quand on voit que le ministre britannique des Affaires étrangères dit que la version russe de l'incident était sans surprise inexacte, c'est juste hallucinant. Et les gars sont pas foutus de faire une propagande qui tienne un peu debout, qui se prennent pas les pieds dans son propre tapis, hein, ils ont leur propre journaliste à bord qui raconte le contraire des autorités officielles, mais ils te racontent que c'est la version russe qui est fausse. Là, j'ai plus de mots à part le fait qu'on nage en pleine féerie, là, je veux dire... Là, c'est du grand n'importe quoi. Petit problème, c'est que là, il s'agit d'une affaire internationale grave. Et qu'en face, en Russie, c'est pas avec des déclarations délirantes ou débiles que les officiels répondent, mais avec des menaces de couler le prochain navire du Royaume-Uni qui s'amuserait à ce genre de provocation
version bis, quoi. Hein. On a eu Konstantin Gavrilov, entre autres, le chef de la délégation russe pour parler de Vienne sur la sécurité militaire et la maîtrise des armements, qui avertit le Royaume-Uni qu'en cas de nouvelles provocations similaires à l'incident avec le HMS Defender, le bombardement viserait le navire, et pas la route. Ça a été clair comme de l'eau de roche. Bon, là, si Moscou met ses menaces à exécution, les conséquences pourraient être quand même assez graves, parce que je rappelle quand même que le Royaume-Uni fait partie de l'OTAN, et que l'OTAN serait ravi de sauter sur cette occasion pour déclencher une guerre avec la Russie, ce qui se terminerait par une vitrification généralisée, hein, puisque bon, si on cumule tous les pays d'un côté et de l'autre, il y a assez de têtes nucléaires pour éradiquer la vie sur Terre. Hein. Donc j'aimerais bien quand même que les autorités du Royaume-Uni réfléchissent un petit peu aux conséquences de leurs actes avant de risquer de provoquer une troisième guerre mondiale thermonucléaire, juste pour avoir voulu montrer à la Russie qu'ils en ont une plus longue ou qu'ils pissent plus loin. Parce que là, si les membres du gouvernement britannique sont pas foutus de dépasser le stade pipi, caca, bac à sable, école de maternelle, en matière de géopolitique mondiale, ou alors qu'ils sont suicidaires, je sais pas, hein, ils ont peut-être des petites tendances suicidaires, ça serait bien qu'ils laissent leur place à des gens qui sont pas suicidaires, hein, qui sont pas portés sur le suicide collectif non plus, et qui sont si possible compétents, hein, comme le seul là qui avait un cerveau et qui leur a dit c'est peut-être pas une bonne idée d'aller narguer les Russes, hein. Non, parce que on s'amuse pas à provoquer militairement un pays qui dispose du plus grand nombre de têtes nucléaires au monde, pour le plaisir de pouvoir dire ah tu vois, je t'ai nargué, j'ai même pas eu peur. Non, 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 parce que là ça devient carrément flippant en plus d'être affligeant là. Non, 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 là c'est pas possible. Je veux dire, comment on a pu finir en Occident avec des dirigeants aussi débile. Là, c'est plus possible. Enfin, je veux dire, les mecs, je sais pas ce que vous croyez, mais à un moment, arrêtez de croire que vous comprenez les Russes, parce que manifestement, vous y pigez que dalle, et quand il va vous foutre un coup de patte dans la gueule, vous allez rien comprendre. Mais vraiment rien. Voilà. Et puis, je vais parler de l'évolution de la situation en Ukraine avec la dernière interview de Zelensky, qui nous a ressorti son plan B, plus exactement du chapeau, hein, c'est-à-dire l'histoire d'ériger un mur entre l'Ukraine et le Donbass, si les négociations échouent. Ce qui a de bonnes chances de se produire, puisque la délégation ukrainienne au sein du groupe de contact, comme je vous l'expliquais, passe son temps à les saboter. Hein. Donc c'est bien pratique, tu vois, ils sabotent les négociations, puis après ils disent, mais si elles marchent pas, eh ben, faudra qu'on passe à un autre plan. C'est pratique. Hein, comme dirait l'autre. Bon, le problème c'est que bon, ériger un mur entre le Donbass et l'Ukraine, ça équivaut quand même à une sortie officielle des accords de Minsk par l'Ukraine, puisque c'est un rejet de tout accord avec les républiques du Donbass, alors que c'est ce qui est stipulé dans les accords de Minsk. Donc, ce qui veut dire que l'Occident pourrait lever les sanctions contre la Russie. En vrai, ils le feront pas, hein. C'est un prétexte. Hein, puisque bon, ce sera pas la Russie qui sera responsable de l'interruption des pourparlers de paix. Enfin bon, ça me fait un peu rire parce que là on a encore eu, c'est quoi, c'est le Conseil de l'Europe qui a dit à la Russie que elle devrait assumer l'entière responsabilité de la mise en œuvre des accords de Minsk. Au nom de quoi? Vous demandez la même chose à la France, à l'Allemagne et à l'OSCE? Non mais lisez-les, les accords de Minsk. La Russie est pas présente dedans. C'est Ukraine, RPD, RPL, point. Fin de l'histoire. Je veux dire, apprenez à lire un document avant d'ouvrir votre gueule, ça serait gentil. Non, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, bref. Donc là, Zelensky a dit lors d'une interview que, voilà, si les négociations ne marchent pas au sein de la plateforme de Minsk, voilà, on pourrait ériger une clôture, entre guillemets, hein, entre l'Ukraine, la RPD et la RPL. Il propose même de soumettre ça à référendum. Hein, bon, c'est du délire. Bon, si jamais les gens ont voté en majorité pour, là, c'est tout gagnant pour Moscou. Hein. Bon, s'ils votent contre, bon, on sera en statu quo, hein, c'est-à-dire... toujours des tensions sur la ligne de contact, bombardement quotidien du Donbass, la mort de militaires et de civils des deux côtés. Bon, c'est typique de Zelensky, il te sort des plans, des trucs, des machins, puis après il les oublie, enfin c'est complètement vide de sens. Mais les néo-nazis ukrainiens ont pas trop l'air d'apprécier, ou alors ils ont pas apprécié un autre machin qu'il a sorti, parce qu'il a sorti aussi que, ah oui, il avait averti Loukachenko, l'année dernière, à propos des mercenaires de la compagnie Wagner, là, ceux qui avaient été arrêtés, vous vous souvenez, en Biélorussie l'été passé, ce qui semblerait indiquer que c'est lui qui a foutu le plan en l'air, hein, en fait.
Alors je sais pas si c'est ça ou l'histoire du mur, mais les néo-nazis ukrainiens sont pas très très contents vis-à-vis de Zelensky. Ils ont décidé de manifester ce week-end contre lui. Mais bon, en fait, ça fait aussi partie du plan, hein, le fameux scénario chypriote dont je vous avais parlé. Voilà, il faut que Zelensky apparaisse comme menacé par les néo-nazis ukrainiens pour faire passer la pilule de la sortie officielle des accords de Minsk par l'Ukraine. Voilà, c'est tout. Donc on continue le numéro de cirque. Donc voilà la situation. Comme je le craignais, on continue vers une aggravation maintenant que le temps n'est plus au déluge, parce que ce qu'on a eu c'était littéralement un déluge pendant des semaines. Donc c'est pas très bon, je pense qu'ils vont continuer les provocations, parce que ce qu'ils veulent c'est obtenir une réponse extrêmement dure de notre part, pour pouvoir dire voilà, on est les méchants et qu'on respecte pas le cessez-le-feu, etc. Mais bon, quand je vois que l'OSCE a même pas été foutu de mettre dans son rapport la violation des garanties de sécurité par l'Ukraine, alors qu'ils ont été les intermédiaires, ils ont vu passer la demande de garantie de sécurité de la part de la RPD, et c'est eux qui ont fait transiter la réponse de la part de l'Ukraine. Si vous êtes même pas foutus, les mecs, de rapporter une violation aussi grave de garantie de sécurité pour lesquelles vous avez été l'intermédiaire, c'est que vous servez à rien. Vous pouvez dégager. Hein, ça fera des salaires en moins à verser, parce que je rappelle, c'est les Européens quand même qui payent pour ça, en partie. Donc voilà la situation. Je crains malheureusement que la situation va continuer à se dégrader si le temps se maintient au beau fixe. Comme l'année dernière, je prendrai des congés au mois de juillet, je ne sais pas encore quand, je vais voir en fonction de l'évolution de la situation, entre autres militaires. Donc il y aura certainement des semaines où il n'y aura pas de CITREP, donc ne vous inquiétez pas, hein, voilà, vous vous affolez pas, hein, c'est pas que j'aurai disparu, c'est juste que je me repose parce que j'en ai besoin. Donc je prendrai, je pense, 2 semaines au total, comme d'habitude. Donc voilà, pas d'affolement, les news en anglais continueront d'être publiées pendant ce temps-là sur Donbass Insider, et puis de toute façon je vous retrouverai par après comme d'habitude. Je rappelle que Donbass Insider est un média totalement indépendant, on ne reçoit pas d'argent ni du gouvernement russe, ni du KGB, là comme on m'a sorti récemment. Encore un peu pour nous sortir le NKVD, les trolls de l'OTAN, ni d'oligarques quelconques, ni de la RPD, donc on a besoin de vous pour pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions, à payer le site web, le domaine, payer voilà, le salaire de toutes les personnes qui travaillent pour entretenir le site, le remplir de contenu dans les différentes langues, etc. Donc on a vraiment besoin de vous. Allez voir la page Nous soutenir, il y a le lien vers ma page Patreon, et il y a mon email pour me contacter si vous voulez passer par d'autres moyens. Voilà, je vous les donne en privé, il n'y a pas de souci, donc, mais vraiment on a besoin de chacun d'entre vous, même si vous pensez que quelques euros c'est pas grand chose, même quelques euros par mois, si vous êtes beaucoup à le faire, et ben, au final ça nous permet de pérenniser notre travail, et puis même d'envisager, comme je l'ai dit la semaine dernière, d'agrandir l'équipe, ce dont on aurait bien besoin. Donc voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.